un stade où nous étions il n'y a pas si longtemps pour Stade Bordelais. Girondins de Bordeaux, c'est une émission un petit peu exceptionnelle sur la Coupe du Monde. Vous le savez, maintenant il est 18h50 quasiment, donc dans un petit peu plus d'une heure, ça sera le premier match de l'équipe de France au stade Al Janoub, un match difficile entre la France et l'Australie. Et nous on a décidé de vous parler de foot de province, de Bordeaux, du Bouscat. On n'est pas dans un studio parisien, on va essayer de le parler bien sûr, d'en parler avec nos moyens, avec nos connaissances. Et on voulait tout de suite remercier ceux qui nous accueillent aujourd'hui, à savoir toute l'équipe du Stade Bordelais, qui vous le savez a un club en National 2. Je voulais saluer, je le vois là, Jean-Philippe Perrault, qui est le responsable de la communication. Merci parce que c'est lui qui est un petit peu à l'origine de cette opération. Je voulais également saluer Christophe Ortiz, qui est le président. Il est là, il est affairé, là, il est là derrière en train de préparer le repas parce qu'on va recevoir des convives dans cet espace partenaire d'ici quelques instants. Et on va bien sûr remercier le président Alain Fournier. Le Stade Bordelais, c'est une histoire qui est plus que centenaire et aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du Stade Bordelais pour vous parler de la Coupe du Monde. Alors, les amis, je me suis associé à deux invités de grande qualité. On va commencer par la présentation de l'un d'entre eux, de l'un de ces deux invités. Il a joué au football, bien évidemment, vous vous en doutez, dans quelques grands clubs, au Girondins de Bordeaux, puisqu'il est originaire de notre région, à l'AS Monaco. Il a également joué à Angers et il est aujourd'hui le directeur du développement du Stade Bordelais. Je vais saluer mon ami Jérôme Niaco. Comment va-t-il ? Très bien, merci. C'est vrai qu'effectivement, on est très heureux d'accueillir Aki TV aujourd'hui au sein du Stade Bordelais. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Et il n'y a pas de raison. Une très bonne entame de Coupe du Monde pour cette équipe de France. Eh bien, on l'espère, on va en parler avec vous. Et puis, mon deuxième invité, c'est Jérémy Berrier. Alors, c'est l'homme auprès de 10 000 suiveurs sur les réseaux sociaux. Il n'aime pas qu'on dise de lui qu'il est un influenceur, mais il est un petit peu à sa façon. C'est aussi l'homme qui avait lancé Top Girondin sur ARL. Et c'est un homme qui connaît particulièrement bien le foot. Alors quand on s'est dit qu'il y avait des gens à faire venir ici pour parler de foot, j'ai tout de suite pensé à toi, même si désormais pour t'avoir c'est un petit peu compliqué parce que tu as émigré sur le secteur de Limoges. Tu n'es plus bordelais, c'est bien cela Jérémy? On va dire que je suis bordelais de cœur. C'est vrai que maintenant j'habite sur Limoges. Et donc voilà, il y a eu cette aventure donc, de Top Girondin qui a été une belle aventure avec de beaux souvenirs, de beaux invités. Et qui a prouvé un petit peu mon amour pour les Girondins de Bordeaux. Et donc non, je ne suis pas influenceur, je n'ai pas de produits à vendre, mais je crée des contenus, je propose des émissions avec des invités qui sont connus, moins connus, mais qui sont tous animés par l'amour du football. Et donc je remercie bien sûr le Stade Bordelais pour l'invitation et Aki Télé pour l'invitation du soir. Très important de préciser les amis que nous avons 3 invités extérieurs. Ils sont 2 sur le plateau, mais nous avons également un journaliste FIFA qui intervient sur RTL qui s'appelle Abdellah Boulma. Nous le ferons intervenir à l'issue de notre première rubrique. Ensuite, nous avons pris les propos de Gernot Rohr avant qu'il ne s'envole vers le Qatar. Tout le monde connaît Gernot Rohr, il fait aujourd'hui partie du comité 1881. Gernot Rohr va nous demander, on va lui demander plus exactement, il va nous proposer son sentiment sur l'équipe de France. Et puis enfin, nous avons un troisième invité, et pas n'importe lequel, c'est Florin Béringuet. Florin Béringuet est champion d'Australie lors de la saison 2021-2022. Lui aussi, nous le ferons intervenir. Il nous parlera de ce foot australien. Et ce sera d'ailleurs la troisième partie de cette intervention. France-Australie, nous allons le vivre avec nos invités. Mais nous allons tout de suite commencer par les favoris de la Coupe du Monde. Alors cette Coupe du Monde, elle a commencé sur les chapeaux de roue parce qu'aujourd'hui, coup de tonnerre, dans le ciel du Qatar, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine, ça valait son pesant d'or, hein, Jérôme. C'est vrai qu'on n'imaginait pas d'un tel résultat. Après, c'est arrivé quand même relativement fréquemment de ce genre de surprise sur les premiers tours. On se rappelle de l'Algérie face à l'Allemagne en 82, sans remonter si loin, mais effectivement, c'est des choses qui arrivent dans les compétitions. Les premiers matchs, c'est toujours tendu. Les équipes veulent bien rentrer dans la compétition. Les Argentins ont raté un petit peu le coche en première mi-temps en vendangeant pas mal d'occasions. Et malheureusement, ils ont été punis, malheureusement pour eux, ils ont été punis sur la deuxième mi-temps.
Alors j'ai bien du mal à parler de ce match parce que je ne l'ai pas vu. Très honnêtement, c'était un moment où je travaillais. Peut-être en est-il de même pour toi, Jérémy? Alors, j'ai pas vu le match, j'en ai eu bien sûr des échos, j'ai vu quelques images. Et c'est vrai que quand on parle de Coupe du Monde, quand on parle de favoris, on pense à la France, au Brésil, à l'Argentine. Ouais. On disait que Messi était particulièrement en forme avant cette Coupe du Monde. Est-ce que ça n'a pas été justement une contre-performance de Messi? Moi j'entendais dire qu'il marchait sur le terrain et que il était incapable de changer de rythme. Est-ce que c'est déjà pas une première déception? Ce Messi, finalement, on l'a jamais vraiment vu à son niveau en Coupe du Monde, excepté peut-être en 2014, où il avait obtenu le titre de meilleur joueur. Me semble-t-il, c'était un petit peu surfait. Est-ce que le Messi d'hier, ce n'est plus le Messi d'aujourd'hui? Est-ce qu'on ne le verra plus jamais désormais? Moi, je pense que c'est quand même un joueur qui peut montrer de belles choses. Oui, il a une trentaine d'années bien entamées, mais je pense qu'il a encore des belles choses à donner, à montrer. Après, concernant cette défaite contre l'Arabie Saoudite, c'est pas la défaite de Messi, c'est la défaite d'un collectif. C'est quand même une défaite qui est cinglante et qui, malgré le score de 2-1, mais c'est contre un adversaire tout à fait modeste. Donc, ils ne sont pas éliminés, mais c'est vrai qu'ils sont mal partis. Ils sont mal barrés, ils sont mal partis. Alors, match décisif pour le prochain match des Argentins contre le Mexique. Je crois, je n'ai pas le résultat de Mexique-Pologne, mais on était à 0 partout. Si on peut me donner ce résultat, ça sera 0 partout, c'est bien cela. Le Stade Bordelais me dit qu'il y a 0 partout. Donc ça va être un match qu'il faudra absolument gagner pour les Argentins. Mais ils auront le couteau sous la gorge d'une certaine façon pour ce match-là. Tout à fait, d'où la tension souvent. Samedi, je crois, samedi me semble-t-il. Alors, je ne connais pas la date exacte, mais c'est vrai que les tensions du premier match, c'est ça, c'est que dès que vous perdez, vous mettez de suite la pression. Et malheureusement, c'est très compliqué à remonter la pente parce que quand vous êtes sur une spirale négative comme une défaite contre l'Arabie Saoudite, renverser la vapeur, c'est compliqué. D'où les grosses pressions qu'il y a sur ces premiers matchs lors de tournois mondiaux comme ça. Alors on va évidemment totalement éviter de parler de l'équipe de France parce qu'on le fera après coup, mais on va parler du Brésil, entre grands favoris. J'ai le souvenir de ce Brésil de 2018 qui était un petit peu passé au travers et de Neymar qui voulait tout faire tout seul, qui voulait changer la physionomie du match à lui tout seul. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber sur un scénario assez comparable avec le Brésil et ses stars? Mais est-ce que ces stars constituent véritablement une équipe? Mais comme tu dis justement, c'est le Brésil, ce qui fait la particularité de cette équipe, c'est que c'est plusieurs stars additionnées. Sauf que c'est un collectif qui gagne une Coupe du Monde et c'est pas une star plus une star, etc. Donc oui, le Brésil fait évidemment partie des favoris. Ils feront toujours partie des favoris lors des tournois internationaux. Mais toujours est-il qu'il faut qu'il y ait un collectif. Et moi personnellement, le Brésil, j'y crois pas trop. T'y crois pas beaucoup? Alors est-ce qu'il va y avoir une équipe exotique, Jérôme? Tu sais, chaque année, je me souviens, la Corée du Sud. En 2002, alors largement avantagé par l'arbitrage, parce que je me souviens de ces deux matchs contre l'Espagne et l'Italie qui avaient été presque volés. La Turquie, en 2002, qui arrive en demi-finale contre le Brésil, c'était une immense surprise. Est-ce que tu sens, là, dès les premières escarmouches de cette Coupe du Monde, une équipe qui peut être la surprise de cette compétition? Avant coup, j'aurais dit, j'aimais bien le Danemark. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont fait match nul contre la Tunisie. Je les voyais aussi comme un outsider possible. Je voyais bien cette équipe-là qui est solide, qui est vraiment une équipe où il y a moins de stars qu'ils n'ont eu par le passé, mais très solidaire et très belle équipe. Après, c'est vrai que un match nul, ça ne remet pas tout en cause, mais pour moi, ça pouvait être une équipe qui pouvait créer des surprises. Ouais. L'Arabie Saoudite peut-être? Peut-être. Après, sur le contenu, ils ont gagné le match, effectivement. Après, sur le contenu, je crois qu'ils ont dû frapper 3 fois au but et marquer 2 buts. Donc, ça ne va pas le faire à tous les matchs. Quoi. Alors, côté africain, on a déjà vu quelques sélections africaines. On a eu le Sénégal. Qu'as-tu pensé de ce match entre les Pays-Bas et le Sénégal que tu as peut-être vu? C'était hier. Une défaite 2-0 avec une équipe sénégalaise qui est passablement, me semble-t-il, inefficace sur ce match et qui est orpheline, comme on pouvait s'en douter, de Sadio Mané, bien évidemment. Tu mets le point sur la principale. C'est un petit peu comme Benzema pour l'équipe de France. Faire sans Sadio Mané, c'est difficile. Quand on a fait les qualifications, quand on a fait tous les derniers mois, quand on a créé une alchimie dans cette équipe du Sénégal, avec Sadio Mané, arriver le jour du tournoi international et ne pas pouvoir compter sur lui, c'est difficile. Donc le Sénégal, je pense qu'ils ne sont pas encore éliminés. Il leur reste 2 matchs et je pense qu'ils peuvent montrer quelque chose. Et il faudra tout donner, sans Sadio Mané, mais il faudra tout donner lors des 2 prochaines échéances.
Alors encore une équipe peut-être, il y en a 32. On va peut-être rappeler que la Coupe du Monde, c'est quand même une institution depuis 1930. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les stats. La première finale, c'était entre l'Uruguay et l'Argentine. C'était les pays de la Plata et c'était l'Uruguay, la Céleste, qui l'avait emporté. L'Uruguay est encore qualifié cette année, Jérôme. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir avec ce duo Suarez-Cavani, mais un peu vieillissant, est-ce que l'Uruguay peut être une des surprises de la Coupe du Monde, ou est-ce que tu n'y crois pas beaucoup, franchement? J'ai un peu du mal parce qu'effectivement ces deux leaders commencent un peu à piquer du nez entre guillemets parce qu'ils ont plus leur carrière derrière eux que devant. Après l'Uruguay c'est toujours traditionnellement des équipes très rugueuses, hein, c'est un peu les Allemands de l'Amérique du Sud, hein, très opportunistes. Donc en général ils vont quand même relativement assez loin dans les compétitions mondiales. Donc c'est pas non plus une surprise de les retrouver en quart, voire pour moi au mieux en demi, mais aller au bout, ça m'étonnerait fortement quand même. Alors tu connais le fameux dicton, le football est un sport qui se joue 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne, c'était Gary Lineker qui nous l'avait sorti cela. Est-ce qu'on peut totalement écarter les Allemands qui ne sont jamais aussi présents que quand on ne pense pas à eux, en l'occurrence en 2014? Franchement, j'aurais pas misé un penny sur les Allemands et à la fin, ils passent 7 buts aux Brésiliens et ils sont champions du monde. Est-ce qu'on peut toujours les avoir à l'arrivée, ces Allemands? Alors je pense que si tu prends la valeur de l'équipe en 2014 et la valeur de l'équipe brute aujourd'hui, je la pense beaucoup plus faible quand même qu'en 2014, notamment en défense, où c'est des joueurs qui ont beaucoup moins l'expérience des tournois internationaux que celle de 2014. Donc je pense que l'Allemagne ne sera pas ridicule, elle est rarement ridicule, mais je ne la vois pas aller au sacre mondial. Non, pas du tout. Les amis, nous avons, je vous l'ai dit, des invités qui ne sont pas sur le plateau. Et grâce au réseau de Jérémy Berrier dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, on a pu contacter un journaliste FIFA qui s'appelle Abdellah Boulma. Tu nous en dis deux mots d'Abdellah Boulma, tu le connaissais, moi je ne le connaissais pas. Qui était-il? Qui est-il? Alors Abdellah Boulma, donc, comme tu l'as justement dit, c'est un journaliste FIFA. Donc, qui connaît très bien le football. Mais c'est quoi un journaliste FIFA? Alors c'est un journaliste qui a fait pas mal d'interviews justement à l'approche des tournois internationaux, de grandes stars qui ont participé à ces tournois internationaux. Et voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien le football. Son équipe de cœur, le gros réseau qu'il a, c'est autour du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que quand il y a les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, il est au rendez-vous et il est sur ces compétitions-là. Juste avant de lancer Abdellah Boulma, une petite anecdote, peut-être l'entendez-vous, chers amis téléspectateurs, on est sous les trompes d'eau ici, dans l'espace partenaire du Stade Bordelais. Et il paraît qu'au Qatar, ils ont eu l'idée saugrenue de mettre la climatisation dans les tribunes. Il paraît qu'il fait un froid de canard dans les tribunes, il fait très bon sur la pelouse. Mais ils ont mis la clim pour qu'il fasse 25 degrés dans les tribunes et à peu près la même température naturelle qu'il y a sur la pelouse. Ça fait partie des choses assez invraisemblables qu'il y a au Qatar. On en dira deux mots, bien sûr. On ne va pas éluder, hein. C'est évident avec vous. Peut-être cette aberration qu'a été le choix du Qatar, mais je propose qu'on en parle un petit peu plus tard. Deux mots sur la climatisation quand même dans les stades. C'est aberrant, tout simplement. C'est écologiquement, c'est aberrant. C'est aberrant. Pour 1 degré, c'est totalement anormal. Ça serait déjà normal pour 7 ou 8 degrés. Pour 1 degré, c'est du cirque. Alors Abdellah Boulma, on va l'entendre dans quelques petites secondes. Jérémy, toi qui as préparé ces interviews à distance, on lui a demandé deux choses. Première chose, est-ce que la France peut gagner la Coupe du Monde? C'était même autre chose, c'était une autre question. Est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde? Je rappelle que c'était avant Benzema. Et puis, deuxième affirmation de Jérémy Berrier à laquelle Abdellah Boulma va répondre, non, la France ne peut pas gagner la Coupe du Monde. Je rappelle que Abdellah Boulma est journaliste FIFA. Il sera au Qatar pendant toute cette Coupe du Monde. Nous allons l'entendre sur Aki Télé. Je vous rappelle que c'est Destination Qatar, les amis. C'est en direct, c'est sur akitélé.fr. Vous pouvez nous suivre et retrouver la diffusion de cette émission demain. Je suis avec Jérôme Niaco, je suis avec Jérémy Berrier. On entend tout de suite Abdellah Boulma. Alors, pour quelle raison la France pourrait remporter cette Coupe du Monde? Déjà parce qu'on est champion du monde. C'est un groupe qui a été constitué par Didier Deschamps, malgré les absents. C'est un groupe qui regorge de talent et de joueurs d'expérience. C'est évidemment l'un des favoris de la compétition, au regard des observateurs et de certains supporters. Didier Deschamps aussi,
Facteur X. C'est un sélectionneur qui a su insuffler une dynamique positive pendant de nombreuses années et sa culture de la gagne auprès de nombreux joueurs à l'international. On possède dans nos rangs aussi des joueurs comme Mbappé, on possède dans nos rangs le Ballon d'Or, à savoir Benzema. C'est un groupe cohérent malgré tout et homogène. C'est des joueurs qu'on nous envie dans le monde entier. On pourrait la gagner car la France fait office d'épouvantail aux yeux de nos adversaires. En témoignent les dernières déclarations de Messi à la presse. Seconde question, pour quelle raison la France n'irait pas loin dans cette compétition? Parce que l'aventure de l'équipe de France pourrait s'arrêter plus tôt pour X, Y raison. Déjà le contexte, l'atmosphère, l'environnement un petit peu délétère qui accompagne cette équipe depuis pas mal de mois désormais. De nombreuses incertitudes qui entourent ce groupe depuis quelques mois. En témoigne l'état de forme des cadres, à savoir Varane, Benzema qui n'a pas retouché au ballon, les blessures des moteurs de l'équipe, Kanté, Pogba. Et pour couronner le tout, la dernière en date, Nkunku qui aurait pu concurrencer un joueur cadre comme Griezmann. Donc c'est comme un symbole un petit peu de la dynamique qui s'étiole autour de ce groupe et au sein de ce groupe de l'EDF, c'est un fait. Donc on est relativement sceptique, voire très sceptique quant aux chances de ce groupe d'aller loin dans cette compétition. C'est un groupe qui a été fragilisé on l'a constaté ces dernières semaines. Ça nous rappelle aussi enfin hélas ce qui s'est passé en 2002 et le fiasco de la Coupe du Monde de 2002. Donc voilà. C'était Pogba, Nkunku, je crois que j'en oublie certainement, mais les quatre principaux sont là. Est-ce que malgré ces blessures, l'équipe de France peut-elle surmonter ses absences? La chance qu'on a en France, plus que dans la majorité des gros pays de football, c'est qu'on a une profondeur de banc qui est incroyable. Et sur toutes les lignes, que ce soit en défense où on a peut-être 10 ou 12 défenseurs centraux qui sont d'un niveau européen et qui sont susceptibles d'être titulaires en équipe de France. En attaque, on a un pouvoir offensif qui est monstre, qui est énorme. Donc même si on a des absents, on arrive à les combler sans difficulté. Moi, si je devais mettre un petit point d'interrogation, c'est peut-être au milieu de terrain. On va y revenir. Où forcément, Pogba et Kanté, c'est difficile à remplacer. Et j'ose espérer que Tchouaméni fera une très belle Coupe du Monde et qu'autour de lui, Rabiot ou Kamavinga répondront. On va revenir sur ce milieu de terrain qui fait la force de l'équipe de France, bien évidemment en 2018, mais avec trois absents, parce qu'on peut rajouter Matuidi, bien sûr, qui n'est plus là. C'était Matuidi, c'était Pogba, c'était N'Golo Kanté, c'était un Kanté qui ratissait des ballons en veux-tu en voilà. Est-ce que Tchouaméni est capable de faire la même chose entre Tchouaméni et Rabiot? On est à quelques sélections seulement. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un minimum d'expérience pour gagner la Coupe du Monde? On a vu que non, puisque en 2018, on n'avait pas non plus une équipe super expérimentée, donc on avait beaucoup d'enthousiasme, même si dans le jeu, ça n'a pas été toujours Oui, mais il y avait eu l'Euro 2016, Jérôme, qui avait servi de répétition générale, où ils avaient été en finale. Il y avait des cadres, il y avait eu quelques certitudes. Il me semble, Jérémy, qu'on n'a pas de certitude. La certitude qu'on a, c'est l'attaque. Qu'on avait. Même sans Benzema, je pense quand même que Giroud, il a toujours répondu à l'appel dans les grands rendez-vous. Même s'il n'a pas marqué la Coupe du Monde 2018, il a eu un apport qui était évidemment pas négligeable. Et on a quand même la certitude de l'attaque, selon moi. Alors, on reste sur quand même toute une série de contre-performances qui sont très très inquiétantes. On a beau dire que c'est la Ligue des Nations. Il me semble que le dernier match, on le perd contre le Danemark 2-0. On perd contre le Danemark à domicile. On est battu contre la Croatie à domicile. On a beau dire que ce sont des matchs en fin de saison, puisque pour la plupart d'entre eux, c'était en fin de saison. Mais est-ce que ça peut ne pas compter finalement lorsqu'on entre dans cette Coupe du Monde, ou est-ce que tout cela est oublié? Moi, je pense que la Coupe du Monde, c'est une compétition particulière. Il doit se créer une symbiose au sein d'un groupe. Ce n'est pas juste une addition de joueurs, comme on l'a dit auparavant. Et donc, c'est les matchs qui vont se succéder, qui vont créer quelque chose. Et comme on a de la qualité malgré tout dans ce groupe, je pense que c'est ce qui s'est passé en 2018, où on n'était pas forcément non plus parmi les plus cités pour gagner cette Coupe du Monde. Il y a eu une symbiose au sein du groupe et c'est ça qui a créé cette dynamique de victoire.
et revenir comme on l'a fait avec Pavard notamment contre l'Argentine, enfin voilà, créer des moments comme ça, c'est ça qui amène vraiment le groupe à se sublimer et à avoir le résultat qu'on a eu en 2018. Et voilà, c'est à ces nouveaux joueurs aussi à montrer qu'ils sont capables de créer la même chose avec des cadres qui sont présents, comme ceux qui ont été champions du monde en 2018 et qui vont pouvoir encadrer les nouveaux arrivants. Ramener la coupe à la maison, hein, ça te rappelle quelque chose? Ouais, VG Dream, sûr, est-ce qu'on ramène la coupe à la maison avec une charnière centrale composée de Diao ou pas Mécano, d'Ibrahima Konaté? Certes, ils ont joué ensemble à Leipzig, mais ils n'ont que 8 sélections à eux deux. Est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est des joueurs qui jouent la Ligue des Champions malgré leur jeune âge depuis déjà quelques saisons. Au final, quand on prend tous les favoris de ce mondial, c'est des joueurs qui jouent entre eux toute l'année en Ligue des Champions et qui se connaissent. Et ok, c'est pas la Coupe du Monde, mais le niveau est déjà très très élevé. Donc oui, Konaté, oui, Upamecano, il y a très peu de sélections d'équipe de France, mais il y a quand même une belle expérience. On va parler de la chatte à l'aider, tu sais ce qu'on dit en permanence. Hein, ah, c'est pas possible d'avoir un bol comme ça. Il a tout gagné, il a gagné la Ligue des Champions, il a été champion du monde. Est-ce qu'il n'a pas gagné l'Euro? Non, il n'a pas gagné l'Euro, il n'a pas été chounard, comme on dit, lors de la finale de l'Euro. C'est moins qu'on puisse dire, hein, parce que... C'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, mais bon, est-ce que la chatte à l'aider l'a abandonné, ou est-ce que de nouveau, il va avoir cette chance, cette aura qui va permettre à l'équipe de France, finalement, une nouvelle fois, de déjouer les pronostics, parce qu'elle n'est pas vraiment favorite, quoi, franchement, cette année. Non, on n'est pas favori, mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même un bon groupe. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Jérémy, il y a un réservoir exceptionnel en France, et plus ça va aller, je pense qu'on aura de plus en plus de très bons joueurs. Donc effectivement, Didier Deschamps, c'est quand même quelqu'un qui est super performant dans ses résultats, notamment en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. Donc après, c'est vrai qu'il y a l'expression la chatte à l'aider, mais bon, quand on a autant de succès, je ne pense pas que ça soit dû essentiellement à la chance. Les amis, bienvenue sur equitele.fr. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que c'est Destination Qatar, une émission tout à fait exceptionnelle que nous faisons en ce moment en direct du siège du Stade Bordelais. J'en profite pour remercier toute l'équipe du Stade Bordelais qui nous reçoit aujourd'hui. Alors on se caille un petit peu, mais attendez, la tente va se remplir petit à petit, les partenaires vont arriver. J'imagine qu'au moment où le coup d'envoi de France-Australie sera donné, bien, les partenaires seront là. On attend une 60aine de personnes. C'est une grande première. Je rappelle qu'on est avec Jérôme Niaco et on est avec Jérémy Berrier. Alors, mon ami Jérémy, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on parle de l'équipe de France, que de présenter nos deux Bordelais que Jérôme connaît bien, que je connais bien aussi. Et on est très fiers qu'ils sont en équipe de France. C'est Jules Koundé et c'est Aurélien Tchouaméni. Alors, Jules Koundé, il a joué à la Bred. Et je crois qu'Aurélien Tchouaméni, il est d'Arctic, si je ne m'abuse. Il est d'Arctic. Est-ce que tu le confirmes, tout ça? Tout à fait, ouais. Voilà, ça c'est quand même extraordinaire que ces joueurs que j'ai vus jouer en National 3 contre Arlac en 2017, qui n'avaient pas été spécialement brillants. Il y avait Poussin dans les buts. Il y avait également un quatrième larron qui joue à Saint-Etienne. C'était Youssouf. Tout à fait. Oui, exactement. Et donc, il y avait ces 4 joueurs. Et si on m'avait dit en 2017, au moment où je voyais ce match, où je travaillais pour Mérignac Arlac, qu'on les retrouverait à la Coupe du Monde au Qatar, franchement, c'était inimaginable. Est-ce que franchement, on ne peut pas être fier ici d'avoir ces 2 joueurs et qu'ils aient été formés au Girondins de Bordeaux de surcroît? On est très fiers. Après, comme a dit Jérôme, que ce soit Jules Koundé ou Aurélien Tchouaméni, c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience internationale, ou très peu, mais c'est des joueurs qui ont une phase d'apprentissage qui est très très bonne, quoi. Ils sont en pleine bourre depuis qu'ils ont commencé en pro, et chaque année, on se dit qu'ils sont très hauts, mais ils continuent à progresser. Donc c'est le tournoi idéal pour montrer aux yeux du monde entier qu'on a deux phénomènes. Les amis, il y a un joueur qui nous accompagne, qui est avec nous ce soir. Il n'est pas sur le plateau, vous le connaissez tous. Il fait désormais partie du comité 1881. Il a disputé la demi-finale de ce qu'on n'appelait pas encore la Ligue des Champions, mais la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était contre la Juventus en 1985. C'était un joueur particulièrement rude sur l'homme, particulièrement sympathique.
Il a un hôtel à Lèche-Cap-Ferré. Je crois que tous les amateurs de football à Bordeaux ont bien compris que nous allions maintenant laisser la parole au célébrissime Gernot Rohr, dont j'ai pu mesurer la popularité quand je fais son interview la semaine dernière. C'était devant le Matmut Atlantique, c'était au soir de Bordeaux-Pau. Les amis, on va écouter Gernot Rohr et on lui a posé la question suivante. Quelles sont les chances de l'équipe de France? Puisque nous en parlions, eh bien on va écouter maintenant Gernot Rohr, celui qui fut joueur du Bayern de Munich, celui qui fut également entraîneur de l'équipe des Girondins de Bordeaux en 1996, c'était en finale de l'UEFA. Gernot Rohr et son sentiment sur l'équipe de France. C'est une liste très cohérente. Elle est défensive, on lui a reproché. Elle est logique, mais quand tu as des buteurs comme Benzema, comme Griezmann, comme évidemment Mbappé, et que tu prends en plus d'autres attaquants qui sont capables de marquer, tu ne peux pas dire que c'est une liste défensive. On ne joue pas tellement avec des attaquants de pointe aujourd'hui. Il suffit d'en avoir 4 ou 5, ce qui est le cas avec lui, avec Olivier Giroud évidemment aussi. Ça suffit. Donc trop peut aussi être un moins, dans la mesure où à ce poste-là, de buteur, en principe il n'y en a qu'un ou deux maximum. La liste doit être solide, tu dois défendre un titre de champion du monde, donc il faut aussi une bonne défense en premier, et avec les absences qu'il y a eu. Alors justement, j'allais le dire, ces absences, c'est quand même pas rien. C'est N'Golo Kanté, c'est Paul Pogba. C'est quand même deux des principaux artisans de la victoire finale en Russie. Aurélien Tchouaméni et quelques autres qui n'ont pas l'expérience nécessaire requise, peuvent-ils suppléer ces grands absents selon toi? Je pense que oui, il leur faut évidemment tout de suite l'aide des joueurs expérimentés à leur côté, il y en a. Et ce qui est dommageable, c'est que ce soit deux garçons du milieu défensif qui ne soient pas là. Donc Tchouaméni peut jouer ce rôle très très bien. Il y a d'autres jeunes joueurs qui sont là aussi, qui peuvent le faire. Voilà, c'est un petit peu le point d'interrogation qu'on peut avoir. Mais je crois que l'ensemble, le collectif, est suffisamment fort, uni et solidaire pour pouvoir amortir ces blessures qui sont évidemment difficiles à digérer. Kylian Mbappé sera-t-il le joueur de la Coupe du Monde? Il l'a déjà été d'une certaine façon en Russie, alors qu'il n'avait que 19 ans, me semble-t-il. 4 ans plus tard, alors qu'il a pris du galon, comme on dit, avec Benzema, Ballon d'Or, est-ce que ce duo peut permettre à la France de gagner la deuxième Coupe du Monde consécutive, sachant que depuis 60 ans, jamais une équipe qui a gagné la Coupe du Monde n'a gagné l'édition d'après? Est-ce que l'équipe de France peut faire mentir les pronostics? Je pense que oui. Je pense que déjà Mbappé doit être hyper motivé parce qu'il a un petit peu raté son championnat d'Europe. Et que là, il va vouloir prouver qu'il est capable, dans un grand tournoi international avec l'équipe de France, d'être aussi efficace qu'il est dans le club. Et il est jeune, il a encore des choses à démontrer. Ça peut être sa Coupe du Monde. S'il est épargné des blessures et si l'équipe est capable de, on va dire, de lui donner les ballons dont il a besoin, notamment en profondeur, on verra certainement un grand Mbappé pour cette Coupe du Monde. Ah, il a la classe, notre ami Gernot, il a toujours la classe. Je rappelle qu'il fait donc partie du comité 1881. Il est toujours dans les travées du stade Matmut Atlantique, je le rencontre régulièrement, il est toujours aussi disponible. Et il était présent ici pour le match entre le stade bordelais et les Girondins de Bordeaux. J'avais même fait son interview à la mi-temps de cette partie. Soyez les bienvenus les amis, tous ceux qui sont ici sous la tente, sous l'espace partenaire du Stade Bordelais, qui existe depuis peu de temps et qui permet de faire ce genre de soirée. C'est une première, je ne sais pas s'il y aura une seconde. Alors, je pense que si la France va en Coupe du Monde, allez on peut le dire, le 18 décembre, Jérémy et Jérôme, je crois qu'on peut dire sans risque de se mouiller, je ne sais pas si c'est de bonne aloi ce soir, qu'on sera de nouveau là. Et qu'on fera une émission quand même, après on verra en fonction du parcours de l'équipe de France, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est Destination Qatar, on a parlé des favoris de la Coupe du Monde, on a parlé des chances possibles de la France de gagner la Coupe du Monde, et bien évidemment on va entrer dans le vif du sujet, puisqu'il est désormais 19h19. Le match de l'équipe de France, c'est dans 40 minutes. Alors, quels sont les
carte qu'on va redistribuer pour présenter ce France-Australie. On va peut-être commencer par présenter les Australiens. C'est une équipe qu'on connaît peu, mais c'est une équipe qui a connu un véritable parcours du combattant pour en arriver là, les amis, parce qu'elle a disputé 20 matchs, dont 16 à l'extérieur en 2 ans, parce qu'il y avait des interdictions en Australie et qu'on ne pouvait pas jouer là-bas. Elle a fini par se qualifier en éliminant le Pérou au pénalty. Et on va parler tout de suite de quelqu'un qui s'était bien singularisé à l'époque. Il s'agit du gardien de but, Andrew Redmayne, parce que c'est grâce à lui que les Australiens sont là ce soir et qu'on va les affronter. Tu as entendu parler de Andrew Redmayne? Un petit peu. Que peux-tu me dire de lui? Mais pas grand-chose. C'est pas un gardien qui est très très connu. Après, il faut se méfier des joueurs qui sont dans l'ombre, hein, parce s'ils sont là, c'est pas par hasard non plus. Mais je pense qu'il sera pas titulaire. Normalement, ça devrait être Matthew Ryan qui devrait Absolument. Être titulaire. Matthew Ryan, pour le coup, c'est le joueur le plus expérimenté de ce groupe australien. Il est passé par Valence notamment. Et je crois qu'aujourd'hui, Lopez va Eindhoven, il me semble. Et c'est un très bon gardien. Et c'est vrai que cette équipe d'Australie, elle est plus faible qu'il y a 4 ans. Mais faut se méfier. On l'a bien vu avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Alors j'ai sorti des lunettes de prof. Tu m'as dit que je ressemblais à un prof comme ça, tu confirmes, Jérôme? Oui, tout à fait. Beaucoup plus. Bon. Je me revois à l'école. Aïe, 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 c'est terrible, c'est terrible. Pourtant, je ne voulais pas le faire. Hein. Alors, il y avait 3 joueurs qui jouaient en 2018, des noms que vous ne connaissez sans doute pas. Il y avait Aziz Beich qui joue en 2018, il y avait Aaron Moy et il y avait Matthew Ryan. Franchement, tu n'en avais jamais entendu parler, Jérôme? Non, ça doit être des bons joueurs parce qu'ils sont en Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'est pas ceux qu'on connaît le mieux. Je crois qu'on a fait l'interview d'un joueur de l'équipe de France, je ne sais plus lequel. On lui demandait est-ce que vous les connaissez, ces joueurs. Il me semble que c'était le joueur de Liverpool, aide-moi, parce que j'ai entendu. Konaté. Voilà, c'est Konaté, connaissait absolument aucun des joueurs de cette équipe d'Australie. Est-ce que franchement, le piège pour l'équipe de France, c'est pas celui qu'a connu l'Argentine cet après-midi, qui a vraiment complètement sous-estimé les Saoudiens? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir ce complexe de supériorité de la part des Français de dire finalement les Australiens, même en jouant petit bras, on va les battre? Mais souvenons-nous quand même de 2018. Ce fut très compliqué. On ne doit la victoire qu'à un but contre son camp des Australiens. Il me semble-t-il que c'était en fin de match. Et les Australiens ont tenu la dragée haute à l'équipe de France pendant un bon moment du match. Ils étaient à un partout jusqu'à, me semble-t-il, 15 minutes de la fin. Est-ce qu'on va avoir un match difficile ce soir, sincèrement? C'est sûr que les Australiens ne partent pas favoris et vont vendre chèrement leur peau. On voit que tous les matchs sont accrochés, il n'y a pas de gros score. Donc il ne faut pas s'attendre à un match facile. Ils sont en pleine énergie puisque c'est le premier match. Donc tout le monde attend. Ils sont ensemble depuis 2 mois, les amis. Oui, donc ils vont être remontés comme des coucous, comme on dit. Ouais. Donc par rapport à ça, ça va être un match compliqué. Et on peut se le rendre facile en ouvrant rapidement le score et en se mettant rapidement à l'abri. Mais bon, c'est pas non plus une évidence, c'est des matchs très compliqués à jouer. Surtout qu'on sait qu'en France, on n'aime pas trop partir favori, c'est pas forcément la position qu'on préfère. Donc voilà, après, ça sera au groupe en question à faire ce qu'il faut pour se faciliter la tâche. Alors j'ai noté quelques noms, mon cher Jérémy Berrier, de clubs où jouent les Australiens. Et tu vas voir que c'est pas le haut du pavé. Hein. Alors, mis à part le Celtic de Glasgow, qui dispute la Ligue des Champions, Saint-Mirren, Heart of Midlothian, Dundee, Stoke City, Borough. Alors ça, ce sont des clubs de Championship, c'est-à-dire la 2e division anglaise. Huddersfield, Sunderland. Je n'ai pas noté un seul joueur de l'équipe australienne qui joue en Première Ligue. Est-ce que c'est un handicap? Est-ce que ces joueurs qui ne connaissent pas le haut niveau sont capables de se sublimer dans maintenant 35 minutes? Alors, 35 minutes le coup d'envoi, les amis. Capable de se sublimer, évidemment, parce que c'est pour certains le tournoi de leur vie. Après, comme tu le soulignes, il y a une époque où la majorité des joueurs étaient en première division anglaise. Aujourd'hui, la majorité des joueurs jouent en Australie, chose qui était rare avant, et jouent en Écosse. Et hormis un joueur, je crois, au Celtic, c'est dans des clubs de seconde zone. Donc évidemment qu'on ne doute pas sur leur motivation, mais la France part clairement favori. Cependant, concernant l'équipe de France, elle reste sur des mauvaises notes, sur des mauvais résultats. Et je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus justement pour ne pas partir la fleur au fusil et ne pas partir gagnant dans la tête avant même le match.
Je suppose, mon cher Jérôme, que tu ne connais pas Garang Kuol. Peut-être que Jérémy non plus. Non. Alors, Garang Kuol, ça c'est quand même un joueur assez extraordinaire. Il a 18 ans. Il joue au Central Coast Mariners. C'est un joueur qui n'a pas joué une seule minute dans l'équipe d'Australie, mais il a fait des apparitions dans son club et chaque fois il a marqué en fin de match, à tel point que le club de Newcastle l'a recruté et qu'aujourd'hui on nous le présente comme la pépite australienne et un joueur qui pourrait faire son apparition dans le courant du match. Alors retenez bien ce nom, peut-être qu'on se trompe totalement et que ça sera quelqu'un qui a joué la Coupe du Monde avant de l'avoir joué. Garang Kuol. Et alors, il est soudanais. Il arrive du Soudan, il est arrivé avec sa famille. Je crois que c'est 5-6 frères et sœurs. Et son frère est également professionnel. Il a 18 ans. Garang Kuol, que les téléspectateurs se souviennent bien de ce nom. Si par hasard il faisait une entrée en jeu aujourd'hui et qu'il marque un but, on pourrait dire que Christophe Gamero a eu le flair, je ne sais pas. Alors, parlons un petit peu peut-être de l'entraîneur, parce qu'on n'en a absolument pas parlé. Graham Arnold, me semble-t-il, l'entraîneur de l'équipe australienne, c'est bien ça. Graham Arnold. Oui, non, je ne connais pas trop. Il y a une époque où il y avait un entraîneur qui était connu en France qui s'appelait Franck Farina, qui était passé par Strasbourg. Absolument. Et c'est vrai que l'Australie a souvent eu des entraîneurs avec beaucoup d'expérience, mais c'est vrai que l'entraîneur pour ce tournoi-là, je ne le connais pas. Alors, il a 59 ans. Il a pris la tête de l'Australie en juillet 2018. C'est l'ancien joueur australien. Particularité aussi de cette équipe australienne, c'est que, contrairement à ce que l'on disait, il y a quand même pas mal de joueurs qui viennent des clubs australiens. Alors des clubs, il y en a 4 qui sont importants. C'est un championnat qui s'appelle le championnat A-League, je vais le prononcer à l'anglaise. Il y a Sydney Football Club qui est représenté, Central Coast Mariners, ils ont 2 joueurs. Melbourne City, on va en parler dans quelques instants. Et Adelaide United, et puis bien évidemment la plupart des autres joueurs, ils sont 26, viennent de tous les championnats anglo-saxons. J'ai vu qu'il y avait un joueur qui venait de Cadiz. Bon, ce sont des joueurs qu'on ne connaît pas, quand on va énumérer évidemment les noms des 2 équipes tout à l'heure, on va être surpris par la plupart de ces joueurs. Mais moi, mon petit doigt me dit que cette équipe qui a disputé 20 matchs, dont 16 à l'extérieur, comme nous le disions tout à l'heure, va vendre chèrement sa peau, et les Socceroos, j'espère que j'ai bien comme ça qu'il faut prononcer, vont nous donner du fil à retordre. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que ça va être une équipe qui va être surmotivée. C'est le tournoi de leur vie, comme l'a dit Jérémy. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous fassent des cadeaux. Et même s'ils sont, je pense, quelques crans en dessous en termes de potentialité par rapport à l'équipe de France, ça va être compliqué. Le football, c'est toujours dur de marquer des buts, c'est pas évident. Donc voilà, ça va être compliqué. On peut se faciliter la tâche en marquant relativement rapidement et là effectivement ça peut devenir plus facile, mais c'est pas évident. Alors ces Australiens, soit dit en passant, il me semble bien qu'ils étaient dans le groupe du Japon et de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite a brillé de mille feux cet après-midi. Ils ont disputé 5 tours, le 5e tour ils ont fini par l'emporter, nous le disions tout à l'heure, au pénalty contre le Pérou. Mais ils ont dû disputer un match de barrage aux Émirats Arabes Unis, ils ont gagné 2-1, et au tour précédent, ils avaient terminé 3e d'un groupe. C'est l'Arabie Saoudite qui l'avait emporté, avec 1 point d'avance, me semble-t-il, c'était contre le Japon. C'est la particularité. Pas si simple quand même qu'on veut bien l'imaginer ou le supposer. C'est la particularité de l'Australie, c'est de faire les qualifications avec la zone Asie et plus avec la zone Océanie. Et donc elle fait les qualifications avec la zone Asie, donc elle est confrontée à des équipes comme la Chine, comme l'Iran, comme l'Irak, qui est une bonne équipe aussi, comme le Japon, comme la Corée du Sud, la Corée du Nord aussi, à moindre mesure. Et donc quand on sort, quand on est qualifié après avoir fait des qualifications dans la zone Asie, c'est qu'on est forcément une équipe très très sérieuse et il faudra compter bien sûr sur l'Australie. De toute façon, quand on est qualifié pour une Coupe du Monde, il faut compter forcément sur toutes les équipes. Il y a des favoris, mais il n'y a pas de petite équipe. Alors dans quelques instants, on va entendre le témoignage d'un joueur assez exceptionnel qui s'appelle Florent Berenguer. C'est toi qui l'as déniché. Florent Berenguer, exactement. C'est un, un joueur qui est passé par la Ligue 2 française. Ouais. Et notamment par Dijon et Sochaux. Et donc aujourd'hui, il s'éclate, vraiment c'est le mot. Il a 34 ans je crois qu'il est un petit peu plus jeune peut-être, je sais plus. Une trentaine d'années en tout cas. Mais en tout cas, il se régale du côté de l'Australie. Alors il a été champion d'Australie,
Oui. champion d'Australie lors de la saison 2021-2022. Alors c'était quand même un observateur particulièrement avisé de ce championnat australien. On va quand même rappeler que le football n'est pas le sport le plus populaire. Alors le sport le plus populaire là-bas, c'est bien sûr le football australien, hein, qui est l'équivalent du football gaélique et d'une grande violence. Hein. On va entendre dans quelques petites secondes donc ce que nous dit Florent Béringuer sur la popularité de ce sport, le football. On peut penser quand même que les Australiens auront quelques supporters parce qu'ils ont tendance à se déplacer assez rapidement et assez souvent finalement. Mais c'est un peu comme le sport, tout Oui, simplement. tout à fait. Donc que ce soit en football australien, que ce soit en rugby évidemment, en football, en soccer comme ils disent là-bas. Oui, exactement. Il y a toujours du Les monde qui se socceros. déplace. Il y a toujours du monde qui se déplace et c'est un peu comme le sport. Florent Béringuer, on va l'envoyer, on va l'écouter. Il nous fait part bien évidemment de son sentiment sur le football australien. Je vous rappelle qu'il joue à Melbourne City. Les Australiens y croient-ils? Les Français et les Brésiliens sont-ils favoris selon lui? Le choix du Qatar, dont nous allons parler dans quelques instants. La place du foot australien dans le pays. Bon voilà, ce sont autant de questions que notre ami Jérémy Berrier lui a posées. Florent Béringuer, ce sera notre dernier invité à distance et nous allons l'entendre dans Destination Qatar. C'est sur equitélé.fr les amis. Donc pour répondre à cette première question, au niveau de l'ambiance côté australien, écoutez, ils sont plutôt excités. Hein. Ils ont hâte que ça commence. Je parle bien sûr des joueurs. Moi, j'en ai 2 dans mon équipe qui sont dans la sélection. Peut-être un 3e qui est en liste d'attente, qui a fait le voyage avec eux. Mais ouais, ils ont hâte que ça commence. Ils m'ont posé quelques questions, etc. sur l'équipe de France. Mais bon, après, tout le monde connaît déjà tous les joueurs et tout ça, donc ce sera pas une grande surprise, mais ils ont en tête aussi 2018, où ils avaient réussi à accrocher la France et faire un match assez cohérent malgré la défaite, donc ils vont essayer de répéter ça en espérant d'attraper un match nul ou s'ils pouvaient une victoire, mais ils savent que ça va être compliqué, mais après ouais, globalement ils ont hâte que ça commence et plutôt excités par ce premier match qui en plus un gros match, donc si ça peut ramener un peu plus de monde devant les écrans australiens, ce serait une bonne chose pour le foot australien. Alors pour ce qui est de mon favori, France numéro 1, pas le choix, on est français, patriote, on supporte, fier de faire des bleus 2018, si on peut refaire ça aujourd'hui en 2022, ce serait exceptionnel. Donc ouais, je les mets dans les favoris. Quelques petits pépins physiques là dernièrement avec une équipe un peu remaniée, mais ça reste quand même une équipe super talentueuse. Il y a des super joueurs dans toutes les lignes. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer et qu'on puisse gagner à nouveau cette Coupe du Monde. Maintenant, on sait que ça va être compliqué. Justement, on m'a chambré un peu au centre d'entraînement cette semaine en disant que les 4 derniers vainqueurs de la Coupe du Monde, ils s'étaient fait sortir dès les phases de poule. Donc, écoutez, c'est le bon moment pour essayer de changer cette série et puis ramener cette nouvelle Coupe du Monde à la maison, comme il disait en 2018. Donc, France. Et après, mon deuxième favori, je mettrais Brésil. Je signerais pour une victoire, enfin, pour une finale France-Brésil avec une victoire de la France, pour nous rappeler des beaux souvenirs. Mais ouais, Brésil parce que j'ai vu, ils ont des joueurs incroyables aussi à toutes les lignes. J'ai vu leur liste là de je ne sais plus combien de joueurs, 26 ou je sais plus combien ils en ont pris, mais ils ont une équipe incroyable. Donc je pense c'est les favoris sûrement avec la France. Donc voilà, ça risque d'être une belle Coupe du Monde, à voir comment les clubs s'adaptent là-bas et comment ça se passe à cette période-là de l'année. Pour les jambes, les blessures et tout ça. Mais voilà, France numéro 1 et Brésil numéro 2, en espérant une belle finale France-Brésil avec une belle issue. Alors pour ce qui est des critiques concernant cette Coupe du Monde au Qatar, comment elle est vue ici en Australie, je pense qu'il y a eu des critiques. Je sais déjà qu'il y a eu une vidéo qui a été tournée avec le syndicat des joueurs, avec certains joueurs de la sélection australienne, pour pointer du doigt certains problèmes. Je crois. Après, pour ce qui est du reste, honnêtement, je peux pas vous dire. Je regarde pas les infos ici.
Donc je ne sais pas ce qui se dit aux chaînes télévisées, donc compliqué pour moi de vous donner vraiment quelque chose de très précis là-dessus. Donc voilà, je sais qu'il y a eu certaines critiques, un peu comme dans certains pays. Donc voilà, après ils se déplacent pour la Coupe du Monde, ils vont jouer la Coupe du Monde et j'espère que, bon, je sais qu'il y a plein de débats autour de ça, mais j'espère juste que pour les footballeurs, les fans, on verra une belle Coupe du Monde et après les politiques se chargeront du reste. Donc voilà, après question un peu compliquée à aborder comme ça en une minute, mais voilà, il y a eu des critiques. Après la Coupe du Monde aura lieu, donc maintenant place au jeu. Espérons de voir de belles choses sur le terrain et un beau premier match entre la France et l'Australie. Donc pour ce qui est de la place du foot en Australie, donc déjà ici ils disent soccer parce qu'après je vous parlais du foot australien. Donc ici c'est le soccer, donc je mettrai sûrement en troisième on va dire entre la deuxième et la cinquième place. Premier, il n'y a pas de débat, c'est le football australien. Honnêtement, c'est des fous avec ce sport-là. Donc il y a un jour férié pour la finale du football australien. Donc pour vous dire à quel point c'est dans leur culture. Et donc après ça, il peut y avoir le rugby, le basket, il y a le cricket qui est très populaire aussi. Donc sûrement cricket numéro 2 parce qu'ils arrivent à remplir pareil 80 000, 100 000 personnes des stades. Et après je pense qu'avec le basket ça doit être un peu kiff-kiff et le rugby. Donc voilà, donc il y a encore pas mal de progrès pour que ça devienne sport numéro 2 déjà. Et si un jour ça va chercher le numéro 1, je serai plus là sûrement, ce sera sûrement d'autres générations. Donc voilà, après ils ont pour ambition justement d'essayer d'augmenter le nombre d'abonnements dans les stades, le nombre de licenciés dans les clubs. Sur ce que je comprends, c'est dans une pente ascendante. Donc espérons pour le soccer ici que ça continue comme ça et que dans 15-20 ans ils aient un peu plus de monde dans les stades et voilà dans les clubs plus de licenciés, que ça devienne le sport pas numéro 1 mais numéro 2 on va dire. Voilà, nous étions avec ce joueur de Melbourne City, ce nouveau témoignage sur le foot australien. Alors là, un témoignage vocal. Bienvenue sur equitélé.fr. Si vous nous rejoignez à l'instant, on est ravis de vous proposer cette émission en direct, Destination Qatar. C'est une grande première. On est au siège du Stade Bordelais, du village partenaire du Stade Bordelais, qui se remplit peu à peu. On va souhaiter bon vent, bien sûr, au Stade Bordelais, qui joue en National 2, qui est plutôt classé plutôt au milieu du classement, qui a plutôt bien remonté malgré une défaite assez épique à Lorient. Vous avez mené 3 fois au score et vous perdez le match 5-4. Alors juste un petit mot là-dessus. Mais après on a enchaîné 2 victoires par la suite, donc il nous a ramené dans le haut du classement, même si le classement est assez serré. Donc ça va vite, vous gagnez 2 matchs, vous êtes dans les 3 premiers. Le Stade Bordelais ne va pas jouer la montée quand même, c'est pas possible. Non, on joue le maintien. On sait, il y a 5 voire 6 descentes cette année. Je sais. Donc tous les points sont bons à prendre. C'est qu'on reste sur, après cette défaite épique à Lorient, on reste sur 2 succès. On a gagné chez nous ici et aussi à Angoulême le week-end dernier. Donc voilà, on est sur une bonne dynamique, on espère que ça va continuer. Bon, les amis, vous n'allez pas y couper. Vous allez être obligé de me donner votre sentiment sur le Qatar. Parce que tout à l'heure, on l'a dit, des stades climatisés alors qu'il fait 25 degrés. Vous avez annoncé une température caniculaire. Il fait 25 degrés, nous dit-on. Climatisation dans les tribunes. Les spectateurs se les pèlent, un petit peu comme nous, mais nous, on est au mois de novembre. Sauf que là-bas, on a froid quand on est dans les tribunes, de toute évidence. Bon, et puis il y a eu tellement d'aberrations, on ne va pas les rappeler. Les 6500 personnes qui sont décédées lorsque ces stades ont été faits. Les stades, parlons-en justement, il y a 8 stades. Les Français vont jouer dans exactement 22 minutes au stade Al Janoub. On est, je vous le rappelle, dans la banlieue de Doha. Tous les stades se trouvent dans un rayon de 60 km. Ça, c'est le côté très positif. Et commençons par l'aspect humain. Il y a aussi l'affaire LGBT. Vous savez que certains capitaines de certains clubs voulaient arborer le brassard LGBT. La FIFA a interdit qu'il en soit ainsi, sinon il serait sanctionné. Ça fait quand même beaucoup, paraît-il, les téléphones qui sont aussi écoutés, les ordinateurs. Ouais. Est-ce que c'était le pays douane pour organiser une Coupe du Monde, quoi ? Alors, je ne sais pas si c'était le pays douane pour organiser une Coupe du Monde. Toujours est-il que c'est pas normal de s'en offusquer un mois avant. Oui. Le mondial, il a été attribué
Je crois que c'était en 2010. 2010, ou pas loin. exactement. Ou pas loin, on est en 2022. Donc j'ai du mal à comprendre les gens qui s'en offusquent maintenant, alors qu'on aurait pu s'en offusquer il y a déjà quelques années, quoi. Donc oui, l'attribuer au Qatar, ça laisse sa polémique, ça laisse à débat, mais s'en offusquer maintenant, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est du Qatar de la Chine? Est-ce qu'on peut le voir comme tel? Non, mais je pense que c'est la prise en otage, comme d'habitude, du sport et là, en l'occurrence du football. Est-ce qu'on peut séparer la politique du sport ou le sport de la politique? Ben, je crois, parce que de toute façon, aujourd'hui, ça a été attribué, comme l'a très bien dit Jérémy, depuis 12 ans. Il y a X sociétés françaises et occidentales qui ont fait des affaires avec le Qatar. On a ouvert les portes à nos amis qataris au PSG et dans d'autres domaines. Donc c'est pas aujourd'hui, un mois avant que la Coupe du Monde, qu'on va prendre en otage tous les gens du football, sous prétexte de, même si c'est malheureusement des choses qu'on regrette et qui sont fortement regrettables, mais c'est pas aujourd'hui qu'on doit vouloir boycotter et prendre en otage le football, quoi. Enfin pour moi. Je vous dis, ça fait 12 ans que ça a été attribué. Pendant ces 12 ans, il y a eu diverses sociétés françaises qui ont fait des grandes affaires, divers hommes politiques qui ont commercé avec le Qatar. Et c'est maintenant, aujourd'hui, à un mois de la Coupe du Monde, qu'on veut tout arrêter. Là, je pense que... Alors que lors de l'attribution il y a 12 ans, le Qatar avait déjà un mode de vie beaucoup plus difficile qu'il peut l'être aujourd'hui. Alors j'ai peut-être une piste, moi. Vous savez, les amis, l'adversaire du Qatar, c'était les États-Unis en 2010. Est-ce que c'est pas justement quelque part une espèce de vengeance qui aurait été orchestrée par les États-Unis, qui ont récupéré la Coupe du Monde, soit dit en passant, puisqu'ils vont l'organiser en 2026, vous le savez. Oui. Voilà. Après, voilà, je ne vais pas chercher la théorie du complot ou quoi que ce soit, mais voilà, moi je suis vraiment attristé de ce qui se passe en ce moment, parce que ça met un peu d'ombre sur la Coupe du Monde. C'est une très belle compétition, les joueurs s'y sont préparés, on veut vivre un grand moment de sport. Voilà, remettre ça sur le tapis maintenant, alors, je ne sais pas si c'est qui est derrière tout ça, mais c'est beaucoup trop tard. Et je vous dis, il y a eu beaucoup de commerce qui a été fait avec le Qatar pendant les 12 ans, et là, personne n'a trouvé rien à redire. Les vrais faux supporters, est-ce que c'est pas un petit peu choquant là? Tu as entendu parler de ces supporters, de ces gens qui sont qui étaient censés être payés pour faire de la pub pour la Coupe du Monde sur les réseaux sociaux et à qui on dit finalement les gars, non, vous ne serez pas. Bon, il y a quand même des choses qui sont totalement artificielles. On n'est pas dans une grande fête du foot spontané comme ce fut le cas au Brésil, bien évidemment, ouais, je suis d'accord. voire en Allemagne, où ça avait été une fête populaire incroyable lors de la Coupe du Monde en 2006. Hein. Bon, le fait que les supporters qui ont fait les fausses vidéos ne soient pas payés, ça c'est pas normal évidemment. T'as pas été contacté pour faire une fausse vidéo? Moi j'ai été contacté pour faire le ballon de la Coupe du Monde. Non mais c'est vrai que le fait que ce soit pas payé, oui c'est pas normal. Mais après, le fait d'avoir fait ces petites vidéos, moi j'ai trouvé ça rigolo, quoi. Ça m'a fait sourire et puis je pense que ça fait sourire tout le monde. D'accord. C'est pas quelque chose d'aberrant comme la climatisation par exemple. Ah, la climatisation c'était absolument aberrant. Alors l'émir du Qatar, il va être présent souvent dans les travées. Ouais, je pense. C'est ton intérêt, il faut qu'il y ait. Ouais, puis après, comme tu as dit, la zone géographique, elle est très réduite. Donc je pense qu'il y aura souvent des hauts placés qataris ou qatariens qui seront présents dans les tribunes. C'est normal. Les amis, on va terminer par la composition de l'équipe de France. On ne pouvait pas faire autrement. Alors dans les buts, Hugo Lloris. Sur les postes de latéraux, sans surprise, Benjamin Pavard avec les numéros, on ne les connaît pas, ça ne sera pas forcément le 2, mais en latéral droit. Lucas Hernandez avec évidemment sur le côté gauche. On l'a dit, la doublette centrale, ça sera Upamecano, Konaté. En milieu, on va jouer en 4-3-3. Hein. Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, qu'on peut maintenant mettre en milieu de terrain, vous allez être d'accord. Et puis devant, sur le côté droit, Ousmane Dembélé. Sur le côté gauche, Kylian Mbappé, c'est son côté de prédilection. Et puis au centre, Olivier Giroud, dont on peut espérer qu'il fasse la même Coupe du Monde, peut-être pas dans le nombre de buts, mais au moins dans les déviations, dans la mobilisation des deux centraux que celle qu'il a faite en 2018. Oui, tout à fait. Après, il va jouer son rôle de point d'appui haut, entre guillemets, avec les deux flèches à côté que sont Dembélé et Mbappé.
Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir ce point de fixation au centre de l'attaque. Merci beaucoup tous les deux. C'était Merci à toi. Destination Qatar avec Jérôme Niaco sur ma gauche, avec Jérémy Berrier sur ma droite. On va saluer tous les partenaires du Stade Bordelais, tous ceux qui sont là dans cette tente partenaire. Les amis, il est exactement 19h44 minutes et 59 secondes. Dans exactement 15 minutes, c'est France-Australie. Je rappelle que c'est au stade Al Janoub, c'est dans la banlieue de Doha. Allez les Bleus, et si on a été bon, eh bien on reviendra vous voir pour la finale de la Coupe du Monde. Ça sera le 18 décembre avec la France. Allez, on en prend le pari. Merci à vous tous les deux les gars. Et vous retrouverez ces images sur Aki Télé demain. Rediffusion de cette émission qui aura duré 1 heure, une grande première. Salut à tous, bonne soirée et allez les Bleus!